Bonjour à tous. Nous allons reprendre pour cette avant-dernière séance de cours. Deux choses à faire avant de reprendre le cours. La première, faire un point sur les sujets d'examen, comme je vous l'avais promis la semaine dernière. Et ensuite, j'ai reçu quelques questions par chance. Elles ciblent toutes à peu de choses près le même sujet. Ça concerne notamment la spécialité budgétaire. J'y reviendrai donc avant d'entamer les développements correspondants de la section 4. Alors, sur les sujets d'examen, j'ai repris les sujets des 3 dernières années à peu de choses près, sans prétendre forcément à l'exhaustivité entre première et deuxième session, sachant qu'il n'y a pas de différence, hein. Les sujets sont de la même teneur, même difficulté, que ce soit en première ou en deuxième session. Il n'y a pas plus d'indulgence en deuxième session qu'en première. Les sujets pour les épreuves de 3 heures sont généralement des sujets très courts, puisqu'il s'agit d'une dissertation. En fonction des années, vous avez le choix entre 2 sujets, ou parfois un sujet unique est imposé, d'autant plus facilement que vous avez tous les documents sous les yeux, vous avez le cours, donc on n'est pas censé gérer une éventuelle partie de cours que vous n'auriez pas apprise ou que vous ne maîtriseriez pas suffisamment. Je n'ai pas encore fait ma religion pour l'épreuve du mois de décembre, donc je ne sais pas si vous avez 2 ou un sujet. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est déjà tombé. 2022-2023, il y a eu un sujet sur le rôle du Conseil constitutionnel dans la réécriture de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Il y a eu également un sujet sur la programmation pluriannuelle des finances publiques. Il y a eu également, je fais toujours les épreuves de 3 heures pour l'instant, un sujet sur la portée du principe de sincérité. Et il y a eu également un extrait d'un avis du Haut Conseil des finances publiques dont il vous était demandé d'apporter un commentaire, pour lequel vous deviez apporter un commentaire. Et cet avis était relatif au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2024, pardon, 2023 à 2027. C'était un avis du 21 septembre 2022. C'est un petit peu plus difficile lorsque vous avez un extrait. Il ne faut jamais oublier de positionner le contexte et bien évidemment de rapporter le rôle joué par le Haut Conseil des finances publiques. Ce n'est pas uniquement la teneur en soi de l'extrait qui importe, ce sont également les éléments de contexte. Et là, pour le coup, on attendait effectivement quelques précisions sur le rôle joué par le Haut Conseil des finances publiques, d'autant plus que ce rôle joué par le Haut Conseil a évolué avec la réforme de 2021. Autre sujet pour l'épreuve de 3 heures, la LOLF, un cadre en mutation, 2 points, révolution ou simple évolution de la gestion budgétaire, point d'interrogation. Et deuxième sujet, en vous appuyant sur les modalités d'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, vous préciserez en quoi et pourquoi le législateur organique a entendu préserver le pouvoir budgétaire du Parlement. Point. Votre analyse devra faire ressortir l'intérêt et l'efficacité des dispositifs. Toujours important ces petites phrases complémentaires, hein, ça donne des orientations. Efficacité, intérêt. Voilà, si vous aviez un doute sur la manière de traiter un sujet, le lire de bout en bout, ça peut être utile. Autre sujet, le Conseil constitutionnel et le droit public financier. C'est un petit peu la même chose que celui que j'avais évoqué tout à l'heure, avec une orientation légèrement différente. On est à peu près sur les mêmes travées lorsque j'évoquais il y a quelques minutes, quelques instants, le rôle du Conseil constitutionnel dans la réécriture de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Pour l'épreuve d'1 heure, là, on passe un petit peu plus de temps à lire le sujet, puisque je vous l'ai expliqué, je fonctionne par jeu de rôle, et donc je vous place dans une situation
Et la lecture du sujet vous balise totalement la manière de le traiter. Donc il faut le lire du début jusqu'à la fin. D'accord? Je vous ai déjà indiqué que vos prédécesseurs, ou certains de vos prédécesseurs, qui parfois voilà, s'emportent dès la première ligne, oublient de lire correctement jusqu'au bout, et puis à la fin se rendent compte que, je pense avoir suffisamment attiré votre attention sur le sujet, se rendre compte qu'il y a un nombre de lignes à respecter, et se rendre compte à la fin qu'ils sont à 50 lignes au lieu des 30 autorisées, me mettent un gentil petit message s'excusant d'avoir dépassé le quota, mais qu'ils n'avaient pas lu le sujet jusqu'à la fin. Alors, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des fleurs, des cœurs, ça ne marche pas. D'accord? Et je vous indique que vous travaillez tous sur les mêmes copies, donc ça se voit très vite quand vous dépassez le nombre de lignes. Alors, pour quelques illustrations de ce qui a pu tomber sur les précédentes années. Vous travaillez pour un éditeur juridique. Vous devez écrire un très bref article, entre parenthèses, limité à 30 lignes. Là, j'anticipe, je vais plus le mettre à la fin, je vais le mettre au début, comme ça, ils vont bien le comprendre. Vous devez écrire un très bref article, entre parenthèses, limité à 30 lignes, à propos de l'utilisation de l'article 49, alinéa 3, en droit public financier. Vous disposez d'une heure pour fournir votre papier, un impératif, votre titre. Forcément, c'est un article que vous rédigez pour un éditeur juridique, donc il faut un titre. Un impératif, votre titre, doit en révéler le contenu. Il doit être évocateur et traduire fidèlement votre pensée. Généralement, un titre, ça s'écrit à la fin. Voilà, un titre, ça s'écrit à la fin. Une fois que vous avez écrit, vous relisez, vous dites, tiens, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Et généralement, si vous essayez de synthétiser votre pensée au moyen d'un titre, euh, ça résume assez facilement le sujet. J'avais souligné dans le sujet titre. Voilà, ne pas oublier le titre. Et j'avais souligné titre. D'accord? Bon, bah forcément, ceux qui ne mettent pas de titre perdent des points sur le sujet. Je formulais quelques remarques. Il n'est pas nécessaire de faire apparaître un plan. Ben non, vous n'avez qu'une heure. Vous n'allez pas commencer à raisonner en deux parties, de sous-parties. D'accord? Donc, il n'y a pas de plan. Il n'y a jamais de plan exigé. D'accord? Vos développements doivent juste refléter une progression cohérente et fluide de votre pensée. Pour vous en donner un exemple, là, je suis en train de corriger des copies pour les licences d'administration publique. Je les ai interrogées sur le Conseil constitutionnel, limité à 30 lignes également. Forcément, il fallait parler à un moment donné de l'épisode de décembre 1979. J'en ai certains qui m'y ont consacré quand même presque la moitié du travail. Bon, je ne vous ai pas donné le sujet, donc vous ne pouvez pas deviner, mais c'était déjà trop. Mais surtout, dans l'enchaînement des idées, j'en ai certains qui m'en ont parlé 3-4 lignes au début, 5-6 lignes à la fin. Enfin bref, quand vous exploitez une idée, vous l'exploitez jusqu'au bout, en principe, surtout sur 30 lignes. On ne doit pas refaire une redite, avoir constaté une redondance dans les développements. D'accord? Donc l'épisode de décembre 79, si vous décidez d'en parler, vous y consacrez quelques lignes à un endroit bien précis, mais pas éparpillé. D'accord? Donc les idées ne doivent pas être éparpillées. Il faut être méthodique, rigoureux dans l'enchaînement de vos idées. J'ai indiqué aussi, vous disposez d'une documentation papier pour traiter ces sujets. N'hésitez pas à faire apparaître les références sur lesquelles vous vous appuyez pour justifier votre réponse. Et là, je ne l'avais pas indiqué, mais maintenant je le fais. Les références, lorsque vous les citez, vous pouvez les citer sous forme, comme ce que vous voyez dans des articles, la note de bas de page, et ce n'est pas compris dans les 30 lignes. D'accord? Mais ça reste des notes de bas de page. D'accord? C'est-à-dire que c'est pour référencer, vous voulez préciser une date, vous voulez préciser un article sur lequel vous êtes appuyé de tel auteur. Ce n'est pas la possibilité de me rajouter des lignes en plus des 30. D'accord? Ça, ce n'est pas possible non plus. Deuxième sujet. Sujet de l'année dernière. Première session. 2024-2025 donc. C'est important parce que ce sujet commençait par une datation. Je vous transposais dans le temps et on était à l'automne 2023. Voilà, c'est important. Si je vous donne une datation, c'est que ça a son importance. Madame Damaret ne fait jamais les choses pour rien. D'accord? Donc, automne 2023, vous êtes
l'assistant parlementaire d'un député. Les procédures d'adoption des projets de loi de finances initiales et loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 sont déjà bien engagées. Je vous rappelle que là, on était en décembre 2024. Donc, on était déjà sur loi de finances pour 2025. Donc là, on était revenu un an en arrière dans le sujet. Les procédures d'adoption des projets LFI, LFSS pour 2024 sont déjà bien engagées. À terme, ce député envisage, avec son groupe parlementaire, de contester la constitutionnalité de ces lois devant le Conseil constitutionnel. Ce député s'interroge notamment sur la possibilité pour le Conseil constitutionnel de déclarer non conformes à la Constitution ces lois financières dans leur totalité. Il vous demande de lui expliquer quelles pourraient être les raisons qui pourraient pousser le Conseil constitutionnel à censurer la loi de finances initiale dans sa totalité. De même pour la loi de financement de la sécurité sociale. Vous disposez d'une heure pour fournir votre papier. Un impératif, votre propos doit être concis. Vous devez répondre entre 20 et 30 lignes. Et j'ai précisé, une fois n'est pas coutume, attention à votre grammaire et à vos conjugaisons. D'accord? Un classique sur le Conseil constitutionnel, vous avez vu, je l'ai encore redonné cette année aux licences d'administration publique. C'était celui de l'année dernière pour les licences 2, droit et Sciences Po. L'épisode de 79, il saute aux yeux, là. D'accord? Pour quelle raison on pourrait censurer une loi de finances dans sa totalité? Il n'y a jamais qu'un vice de procédure qui permettrait de le justifier. Fait que la procédure législative n'aurait pas été respectée. Sinon, on imagine mal le Conseil constitutionnel censuré dans sa totalité. Le principe, c'est que lorsque le Conseil intervient, il y a toujours des censures, mais ces censures sont ponctuelles, elles ne concernent que quelques articles, le plus souvent d'ailleurs ciblés parce qu'ils sont des cavaliers budgétaires. Voilà. Et sur ce point-là, ça s'arrête là. Là, on vous demande une censure de la loi de finances dans sa totalité. D'accord? Donc l'année dernière, j'en ai certains qui ont passé la moitié des lignes à me parler d'épisodes de 79 et de la possibilité d'une censure totale, et puis le reste du temps, ils m'ont parlé d'une censure partielle. Le sujet, c'était censure totale. Ok? Alors oui, c'est rassurant, c'est commode. J'ai des choses à dire. Ben oui, mais il y a la moitié qui n'était pas attendue, parce qu'on ne vous interroge pas sur une censure partielle, on vous interroge sur une censure totale. Et sur ce sujet-là, l'année dernière, Sciences Po, les étudiants du parcours Sciences Po sont mieux sortis que les étudiants du parcours droit. Celui-là, c'est déjà fait. Alors, 2022. Alors, c'est un petit peu biaisé là, parce que le sujet est long. Je vais quand même vous le donner parce que ça peut me revenir sous un format un petit peu plus léger. Parce qu'à l'époque, on en était encore à un travail à réaliser chez soi. C'est-à-dire qu'il y a eu. J'ai commencé à introduire des jeux de rôle à compter de la crise de la Covid. À partir de là, je trouvais intéressant de vous laisser travailler dans votre coin, d'avoir le temps. Vous aviez généralement un mois pour travailler le sujet. Alors, je n'étais pas dupe. Il y avait des groupes de travail qui se constituaient, etc., des échanges. Mais il y avait toujours des petites bricoles que, même dans un travail de groupe, c'était difficile de tirer son épingle du jeu. Si c'est pour me présenter tous les mêmes copies, ce n'était pas très ingénieux, d'accord? Toujours est-il que moi, j'y trouvais mon compte. Je m'assurais que vous puissiez travailler, poser votre réflexion par ailleurs en ayant tout à votre disposition. Sauf que maintenant, il y a l'IA. Alors l'IA dit beaucoup de conneries, mais quand même. D'accord? Donc c'est vrai que depuis 2 ans, j'ai rebasculé sur un format amphi, alors qu'avant, c'était un format travail à faire à la maison. Et donc à cette époque-là, donc il y a 3 ans, vous étiez, pour le sujet donné, assistant parlementaire. Le député pour lequel vous travaillez s'intéresse au droit public financier, ça arrive, et souhaite votre éclairage. Il envisage de déposer une proposition
visant à modifier les dispositions budgétaires contenues dans la Constitution du 4 octobre 1958. Il sait que de précédents projets, de précédentes propositions de révision de la Constitution ont été envisagés. Certaines ont abouti, d'autres non. Il souhaite que vous établissiez un état des lieux à ce sujet. Voilà. Qu'est-ce qu'on a imaginé modifier dans la Constitution qui est resté à l'état de projet de proposition et auquel on n'a pas donné suite? Souvenez-vous, j'avais évoqué notamment la modification envisagée, apportée à l'article 47 pour modifier le délai d'examen des lois de finances, pour faire en sorte que ce délai soit identique à celui appliqué pour les lois de financement de la sécurité sociale. On voulait changer le délai de 70 jours de l'article 47 en un délai de 50 jours. Je poursuis la lecture du sujet. Vous devez identifier les articles concernés, les modifications proposées et les raisons pour lesquelles ces modifications ont été envisagées. Phrase très importante parce que là, vous avez votre méthode de travail. Quel article? Qu'est-ce qu'on modifie? Et pourquoi on le fait? Voilà, presque le raisonnement en 3 temps qui vous était proposé. En principe, lorsque vous lisez le sujet, j'estime que le sujet commence à être un petit peu compliqué, et pour vous faire gagner du temps, je peux glisser une phrase de cette manière-là pour vous orienter sur l'analyse à opérer. Bien évidemment, je poursuis. Il convient de préciser si ces modifications ont ou non été retenues à l'occasion d'une précédente révision constitutionnelle. Vous apporterez également toutes les précisions que vous estimez utiles. Votre recherche doit s'étaler sur les 15 dernières années. Voilà, vous aviez même un calendrier, donc le champ était très bien balisé. Vous veillerez à retenir une présentation la plus appropriée possible en fonction des éléments d'information que vous aurez pu réunir. Présentation la plus appropriée possible, ça veut dire que, là en l'occurrence, bonne méthode, c'était présentation sous forme de tableau. Voilà. Quel article? Quelle disposition? Pourquoi? Et quelle proposition est faite pour apporter la modification? Sur la base de ces éléments, le député vous demande également quelles modifications pourraient être reprises à l'occasion d'une prochaine proposition de révision de la Constitution et pourquoi. Enfin, au-delà des propositions faites, il vous demande si, à titre personnel, vous avez d'autres idées à formuler pour améliorer le cadre juridique des dispositions budgétaires contenues dans la Constitution. Le premier travail, c'était de faire une synthèse de ce qui avait été proposé et non forcément repris dans les projets et propositions de réforme. Et là, s'il y a une lumière qui s'allume dans votre cerveau, on vous dit « Ah bah oui, mais il s'est passé ça », je vous rappelle, hein, on est en décembre 2024, il s'est passé pas mal de choses dans le courant de l'automne et du début de l'hiver 2024 pour l'adoption de la loi de finances pour 2025. Il y a eu beaucoup de discussions et d'échanges au niveau doctrinal sur les moyens et les possibilités à disposition. C'est encore le cas cette année, avec le cadre juridique de l'ordonnance, alors qu'il n'y a pas grand-chose de prévu dans la Constitution, c'est quasiment une page vierge qu'il convient d'écrire. Donc j'espère que vous avez suivi suffisamment mon conseil. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, si ce n'est cette semaine déjà, sur le cadre juridique et la technique d'adoption des lois de finances. Mais il y a des interrogations, parce que tout n'a forcément pas été balisé. Et donc ça laisse effectivement sujet à discussion sur un certain nombre de points. Donc voilà, il était indiqué que là, pour le coup, le travail devait être remis pour le 23 décembre 2022 à 23h59. J'évitais les minuit parce que là, du coup, j'avais des questions. Madame, c'est quel jour? C'est la veille? Bon, 23h59 au moins, il n'y avait pas d'incertitude. Il était demandé que le travail ne dépasse pas 10 000 caractères. Là, on ne raisonnait plus en termes de lignes, mais en termes de caractères, puisque le travail était fourni sous format informatique. Prendre soin de l'orthographe, la grammaire. Attention, la même chose. Alors là, le sujet était beaucoup plus long, mais forcément, ils sont à la maison. D'accord? Ils étaient à la maison. Attention, il ne vous est pas demandé de rédiger une dissertation. Vous devez adapter votre travail à la demande qui a été faite, être le plus clair et pédagogue possible. Attention bis, inutile de contacter l'auteur du sujet. Pour l'interroger sur la forme ou le fond du travail à rendre, vous devez vous adapter et faire preuve d'autonomie. Aucune réponse ne sera apportée aux éventuels mails envoyés. Voilà, là,
mettez une parade directe pour éviter d'être assailli de questions entre le moment où j'avais déposé le sujet, donné le sujet, et le 23 à 23h59. Autre sujet, là également, sujet long, mais qui peut m'inspirer sous un format plus court. Vous êtes toujours assistant parlementaire, j'aime bien ce rôle-là. Le député que vous assistez souhaite que vous rédigiez une note synthétique dans laquelle vous ferez le point sur l'adoption des lois de programmation des finances publiques. Depuis qu'elles existent, combien de lois ont été adoptées, quels ont été leurs contenus, quel a été leur intérêt. Là, ça permettait d'aller au-delà d'un travail fait en cours. Donc forcément, sur ce point-là, soyez pas inquiets en disant: «Ah, j'ai rien à dire là-dessus». Bah oui, mais ils étaient à la maison, on avait évoqué le sujet, là je leur demandais d'approfondir le sujet. Forcément, je profite également, de la méthode que j'employais, ça me permettait, de leur demander de faire des recherches complémentaires et de développer une analyse personnelle. Plus largement, ce député vous demande de mettre en exergue, dans le cadre de ce travail, toutes les informations que vous estimez utiles pour comprendre les lois de programmation des finances publiques. Pour un exemple parmi d'autres, le Conseil constitutionnel a-t-il été amené à préciser le cadre juridique de ces lois de programmation? Et si oui, qu'en a-t-il dit? Voilà, je donnais quand même des orientations bien précises. Il vous est demandé de présenter le produit de vos recherches selon le format qui vous semblera le plus approprié. Limitez votre réponse à 10 000 caractères, espace compris. Citez les documents officiels sur lesquels vous vous appuyez, rapports, avis ou autres, ou des auteurs de doctrine. Référencez vos citations. Vous pouvez, le cas échéant, accompagner votre travail d'une brève bibliographie, non comprise dans les 10 000 caractères. Placez vos noms et prénoms en tête de la copie numérique, ainsi que dans le nom que vous donnez à votre fichier. Parce que là, c'était la première fois que j'avais fait ça, c'était la catastrophe. Je recevais le même fichier, appelé pareil par tout le monde, examen, droit public financier. Alors, au début, je ne faisais pas trop attention, je téléchargeais. Puis je mettais dans un fichier en me disant, bah, quand j'ouvrirai, j'aurai le nom de l'étudiant. Alors, il y avait ceux qui, déjà, m'appelaient du même nom de fichier. Du coup, j'étais obligée, quand je téléchargeais, de renommer, parce que sinon, j'écrasais le précédent. Vous imaginez le temps que j'ai pu passer. Donc, et ça vaut dans la vie de tous les jours, dans votre parcours professionnel. Vous avez un travail à donner, évitez de donner un titre lambda à votre fichier. D'accord? Parce qu'après, c'est difficile d'utilisation. Même moi, quand j'envoie des documents, que je suis obligée de donner des documents en lien, par exemple, avec mes frais de déplacement, j'oublie jamais de mettre mon nom, parce que sinon, c'est tout le monde pareil, frais de déplacement, en lien avec tel voyage. Mais si on a fait 10 personnes a fait le même voyage, bah forcément, on a tous été à Paris à un moment donné, forcément, c'est illisible. D'accord? Donc, n'oubliez pas de nommer votre fichier. Et puis alors j'avais c'était le pompon, ils m'envoyaient un fichier non lambda et ils oubliaient de mettre le nom sur la copie numérique. Résultat des courses, j'étais obligée de rechercher sur Zimbra, dans ma boîte mail, le nom de la personne, le fichier correspondant. Vous imaginez, avec 400-500 mails envoyés avec les copies. D'accord? Donc, dès la deuxième année, j'ai été une fois, dès la deuxième année, j'ai indiqué le nom sur le fichier, le nom sur la copie, format PDF, parce que sinon j'avais tout et n'importe quoi et je n'arrivais pas à les ouvrir. J'avais interdit les ODT et la même chose, j'avais dit inutile de contacter le député qui vous a demandé de réaliser ce dossier, il ne vous répondra pas. L'idée étant de vérifier vos capacités à répondre au mieux à une demande qui vous a été formulée. Bon, là, pour le coup, je serais très probablement en amphi à ce moment-là pour surveiller l'examen, mais inutile de lever le doigt, je ne répondrai pas aux questions, vous devrez y répondre en toute autonomie. Voilà, vous avez les thématiques. Vous avez vu que le conseil, il est quand même bien présent. La Constitution est quand même bien présente. Voilà, ça ne veut rien dire parce que je n'ai pas encore travaillé sur les sujets de l'année prochaine. Et justement, comme je vous ai averti que le conseil était bien présent, je vais peut-être justement raisonner à l'inverse en me disant, bah, pour le coup, je ne vais pas proposer le conseil constitutionnel. C'est de bonne guerre. D'accord? Donc, voilà, vous êtes maintenant avertis et vous avez à peu près conscience de la manière de traiter le sujet. Lisez tout, du début jusqu'à la fin. Oui, je vous écoute. Oui, j'ai les dates. Alors, pour l'épreuve de 3 heures,
c'est le 15 décembre à 14 h. J'ai même le numéro de la salle. E302. Pour l'épreuve d'1 heure, on passe en janvier. Alors que je change de lunettes. Le 8 janvier à 11 h 30. Et là, vous êtes en principe répartis en 2 amphis parce que vous êtes nombreux. Donc, vous êtes répartis en amphi A et B. Donc, le 8 janvier, le jeudi, à 11 h 30. Le 8, je suis là. Le 15, je suis en déplacement. En principe, je rentre le 14. Si tout va bien, je prends encore mon avion. Mais en principe, je suis là. Sinon, ce seront vos 2 chargés de TD. De toute façon, ils seront là, eux. Vos 2 chargés de TD qui vous surveilleront. Voilà. Pas d'autres questions? Ok. Je reviens sur le principe de spécialité très rapidement. Vous avez vu que les vidéos de la semaine dernière et de la semaine précédente ont été mises en ligne, dès vendredi dernier d'ailleurs. Ça a bien fonctionné. Je vais essayer de faire la même chose assez rapidement pour celle du jour. Un petit peu moins évident, parce que je suis également en déplacement demain et après-demain. Le principe de spécialité. Le principe de spécialité, pour vous le résumer, on est dans la suite logique des principes d'unité et d'universalité, avec une philosophie commune, assurer la clarté de l'information à destination des parlementaires. Voilà. S'il y a bien un leitmotiv qui permet de légitimer les principes budgétaires, c'est l'information, la clarté de l'information à destination des parlementaires, voire même leur sincérité, si on y ajoute le principe de sincérité qui est apparu avec la LOLF en 2001. Donc on a quand même une philosophie commune liée à la clarté de l'information adressée aux parlementaires. Et parmi les principes budgétaires que nous avons étudiés, le principe de spécialité est celui qui, depuis la Restauration, a connu le plus de rebondissements, on va dire. Pourquoi? Parce que le principe de spécialité renvoie directement au niveau de détail, à la finesse de l'information qui est adressée aux parlementaires. Le niveau de détail, la finesse de l'information qui est adressée aux parlementaires. Ce qui explique que la présentation des crédits en dépenses puisse être précisée en différents niveaux. Et c'est là, pour répondre plus précisément à l'une des questions qui m'a été posée, que on voit apparaître des niveaux de détail différents en fonction des régimes politiques, parce qu'il faut tout à fait corréler le pouvoir budgétaire qui est accordé au Parlement aux institutions politiques et au cadre constitutionnel. J'avais pris l'exemple le plus parlant, celui du Second Empire, en me rapprochant de vos connaissances de cette histoire constitutionnelle. Puisque, au niveau du Second Empire, on a bien vu la progression dans l'application d'un principe de spécialité qui n'était pas à la base, puisqu'à la base, la seule chose qu'on demandait dans la première partie du Second Empire, la seule chose qu'on demandait aux parlementaires, c'était de voter la loi de finances en grande masse, puisqu'on venait indiquer, voilà, on va dépenser autant, voilà, on va encaisser autant, sans plus de détails. L'idée, avec l'apparition d'un régime parlementaire, ça a été de donner une information suffisante, suffisamment détaillée aux parlementaires. C'est là qu'apparaissent les subdivisions. Souvenez-vous du schéma. Subdivision en 3 niveaux dans le cadre de l'ordonnance de 59 et même avant, puisque les formats de loi de finances, notamment sur les 3e et 4e Républiques,
étaient les mêmes, la construction était la même, la répartition se faisait par ministère. Chaque ministère étant subdivisé en titres, chaque titre étant subdivisé en chapitres. Le ministère présentant l'avantage de faire correspondre la politique budgétaire avec l'organigramme ministériel. On pouvait donc avoir une connaissance assez rapide des orientations politiques retenues par un gouvernement, puisqu'il suffisait par exemple de se pencher sur les crédits dédiés au ministère en charge de l'éducation nationale pour constater si c'était véritablement une volonté forte politique affichée que de mettre de l'argent sur l'éducation nationale. Même chose sur la santé, sur la sécurité, tout ce que vous voulez. Avec la LOLF, on a changé la construction budgétaire. Pourquoi on a changé? Parce qu'on a, dans le même temps, introduit des objectifs en lien avec les politiques publiques de l'État. On a fixé des objectifs en lien avec les politiques publiques de l'État. La mission sécurité est probablement la plus illustrative. Savoir si les crédits dédiés à la sécurité sont dans leur emploi empreints d'efficience, d'efficacité. Pour le savoir avant, il fallait tripatouiller. Il fallait aller voir ce qui se passait au ministère de l'Intérieur, au ministère des Armées, ministère de la Défense, voir les crédits dédiés à la police nationale, à la gendarmerie nationale et même au-delà, la sécurité routière, la sécurité civile. Donc pour apprécier si les objectifs dans le domaine de la sécurité étaient ou non atteints, là, il fallait commencer à travailler. Il n'y avait pas besoin de travailler les chiffres a priori, mais au final, si on voulait avoir une analyse un petit peu plus fine, on était obligé de le faire. Donc, on a pensé différemment la structuration budgétaire et on s'est dit, au lieu de raisonner par organigramme ministériel, avec une difficulté, c'est qu'un organigramme ministériel, ça évolue. À l'occasion de chaque nouveau gouvernement, vous pouvez avoir une répartition différente. Donc, comment on fait pour évaluer? Comment on fait pour apprécier? La mission sécurité, c'est assez simple, mais pour d'autres, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir un suivi. Donc, plutôt que de se positionner sur une structuration qui n'est pas figée, eh bien, autant envisager différemment la présentation budgétaire et s'appuyer sur une structuration qui, elle, va être pérenne dans le temps. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on raisonne par politique publique. C'est ce que nous définit l'article 7 de la LOLF. On va raisonner par politique publique. On a une politique dans le domaine de la santé. On a une politique dans le domaine de la sécurité. On a une politique dans le domaine de l'écologie, l'environnement, développement durable. Dans le domaine du commerce, des transports. Bref, on peut décliner les différentes missions de l'État. Et l'avantage de décliner par mission, c'est qu'on va pouvoir rassembler en un même point l'ensemble des crédits dédiés à une politique publique. Plus besoin de s'éparpiller entre les ministères. On a des missions, expression d'une politique publique, c'est ce que vous exprime, c'est ce que vous définit l'article 7 de la LOLF. Et chaque mission a vocation à être subdivisée en programme ou en dotation. Je ne reviens pas sur la différence entre les deux, mais vous savez qu'il ne faut pas vous méprendre sur le terme de dotation. Ça n'a rien à voir avec le financement des collectivités territoriales qu'on avait vu au tout début du semestre pour évoquer le financement des collectivités territoriales, des budgets locaux. Lorsqu'une mission est composée de programmes, c'est là qu'apparaît la logique d'objectif, la logique de résultat, la logique de performance, dans la mesure de l'activité de l'administration. Voilà pour la structuration. Revenons directement au principe de spécialité. Le principe de spécialité, c'est donner un niveau de détail suffisant aux parlementaires en vue de voter la loi de finances. Avec l'idée que
la présentation qui est faite des crédits et qui est soumise au vote des assemblées parlementaires va s'imposer au gouvernement au stade de l'exécution. Donc voilà, les parlementaires, on leur a présenté les crédits par ministère, par titre, par chapitre. Et l'idée, c'est qu'au moment où la loi de finances a été votée, lorsque le gouvernement prend la main, eh bien, il est tenu de respecter la répartition des crédits par chapitre. Il est désormais tenu de respecter la répartition par programme. En pratique, pour s'assurer que le gouvernement se sente lié, la solution la plus évidente, cela aurait été d'obtenir un vote par chapitre. Je vous l'ai dit, techniquement, c'était très délicat, même sous les Troisième et Quatrième Républiques, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de calendrier imposé comparable à celui que vous connaissez aujourd'hui, le fameux délai de 70 jours. Pour autant, déjà sous les Troisième et Quatrième Républiques, on avait mis en place une technique combinant ce qui apparaissait au schéma la semaine dernière, la nouveauté qui apparaissait dans ce schéma sur lequel je m'étais déjà appuyé il y a quelques semaines, c'est là qu'apparaisse la distinction entre unité de vote et unité de spécialité. On ne peut pas faire voter au niveau du chapitre, parce qu'il y en a trop. Certaines années, sous les Troisième et Quatrième Républiques, on a été jusqu'à 4000 chapitres. Mission impossible. On a donc combiné unité de vote et unité de spécialité, c'est-à-dire qu'on a demandé aux parlementaires de s'exprimer par un vote au niveau juste au-dessus, donc par titre, mais avec l'idée que, en votant un titre, le Parlement entérine la répartition des crédits qui était faite entre les chapitres. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les parlementaires sont amenés à se prononcer par un vote sur chacun des programmes qui composent le budget de l'État, mais avec l'idée que lorsque un vote a lieu, lorsque une mission est adoptée, eh bien, cette adoption s'impose en termes d'exécution, le gouvernement se trouvant lié par la répartition des crédits au niveau de chacun des programmes. Voilà comment on a organisé ce principe budgétaire, parce qu'il fallait bien l'organiser si on voulait s'assurer d'un minimum d'effectivité. Voilà, j'espère avoir été plus clair. J'ai essayé de m'expliquer un petit peu différemment de ce que j'avais fait lors de la fois précédente, en espérant atteindre l'objectif que vous ayez tous bien compris l'intérêt de ce principe de spécialité. On en revient à la section 4 et on en revient donc au paragraphe 2, à l'information parlementaire nécessaire à l'adoption des lois de finances. Je l'avais indiqué, je pense, la semaine dernière, j'ai fait un choix dans le cadre de ce paragraphe. J'ai ciblé très clairement des outils qui ont été mis en place par la LOLF. Rassurez-moi, je n'ai pas pris le temps de regarder la vidéo, ça m'aide aussi. Pour moi, dans mon esprit, le grand 1 de la section 4, je l'ai terminé. Non, c'est pour ça que je vous vois écarquiller les yeux, vous faites bien. Donc le grand 1, il va être rapide, parce qu'en définitive, on a déjà tout dit à un moment donné. Si j'ai commencé la semaine dernière à planter un petit peu le décor, je vous ai expliqué que le grand 1, c'était un petit peu voiture-balai. On va récupérer tout ce qu'on a déjà dit sur le sujet et on va faire la synthèse des essentiels. Le paragraphe 1 pour vous, donc on est dans la section 4 sur l'adoption du budget de l'État et on est sur le paragraphe 1 consacré à la compétence du Parlement pour adopter les lois de finances. Cette compétence, vous la maîtrisez totalement, de par les développements que nous avons déjà partagés, notamment en début de semestre. Cette compétence, vous le savez, elle trouve un fondement constitutionnel. Premier fondement, premier article à citer, je vous écoute.
Rassurez-moi, vous me faites peur. Article 34. Article 34 de la Constitution. C'est dans cet article que vous trouvez le fondement juridique de la loi de finances, mais également loi de financement de la sécurité sociale, mais également loi de programmation pluriannuelle. Qui est compétent pour voter les lois de finances? C'est le Parlement. C'est du domaine de la loi. Je vous rappelle l'importance de cet article 34 par comparaison aux pratiques des Troisième et Quatrième République où le domaine de la loi, c'était tout. Là, on a un cadre juridique qui est verrouillé. Je vous rappelle que la Constitution du 4 octobre 1958 est présentée comme ayant introduit un parlementarisme rationalisé. Et en matière budgétaire, j'avais pu vous le signaler en temps utile, ce parlementarisme rationalisé, c'est puissance 10. Voilà. Donc on a maîtrisé, on a fait en sorte de maîtriser le pouvoir budgétaire du Parlement. On l'a maîtrisé, alors c'était normal de lui donner cette compétence en matière d'adoption des lois de finances. On a quand même un passé historique important, on a quand même une déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur laquelle s'appuyer. On a notamment nos articles 13 et 14, en l'occurrence, qui fondent la compétence de la représentation nationale pour consentir l'impôt. Je vais vite, mais tout ça, c'est du résumé, du rappel, hein, d'accord? Et bien évidemment, on double cet article 34 avec l'article 47 de la Constitution. C'est lui qui vient vous donner dans les grandes lignes, mais avec déjà un niveau de détail important, puisque on a des délais qui apparaissent, 70, 40, 15 jours. On a des délais qui apparaissent et qui initient le cadre d'adoption de la loi de finances, cadre qui est précisé par la LOLF. Et c'est bien évidemment la LOLF sur laquelle il faut s'appuyer pour identifier les compétences respectives du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Et souvenez-vous, là, il faut rapatrier tout ce qu'on a déjà vu ensemble. La semaine dernière, on a fait le point sur les actes réglementaires d'exécution des lois de finances. On a compris que le pouvoir exécutif pouvait prendre la main en cours d'année pour adapter le contenu de la loi de finances. Mais il ne peut pas le faire sans en informer, voire sans solliciter l'avis, les assemblées parlementaires. Et on a un rôle qui est très important accordé aux commissions parlementaires de chacune des deux assemblées, commissions en charge des affaires financières, les commissions des finances. Je ne sais pas si c'est avec vous que j'avais utilisé cette présentation. Lorsqu'on ouvre la LOLF et qu'on essaye de se pencher sur le rôle des commissions parlementaires, d'ailleurs si ça vous intéresse, je ne sais pas si je l'ai mis en référence ici dans les vidéos disponibles, mais j'ai un binôme d'étudiants il y a 3 ans qui avait fait justement une petite vidéo qui est en ligne encore sur le rôle des commissions parlementaires dans l'adoption des textes financiers. Et la particularité, c'est que la LOLF, elle a mis véritablement en évidence le rôle joué par ces commissions parlementaires. Rien ne se passe aujourd'hui sans passer par l'entremise de la commission parlementaire de l'Assemblée nationale, du Sénat, en charge des finances. C'est particulièrement limpide lorsqu'on reprend le cadre juridique des actes réglementaires que nous avons étudiés la semaine dernière et la fois précédente encore. On est tenu d'informer les parlementaires. Ce ne sont pas les parlementaires en tant que tels qui sont visés, c'est avant tout la commission chargée des finances. Et c'est elle qui est la porte d'entrée ou de sortie. Tout dépend du sens de l'information. C'est elle qui est utilisée pour atteindre les parlementaires in fine. C'est sur ses épaules que pèse le soin de répandre l'information lorsque des questions sont posées au gouvernement, que le gouvernement y répond. On va passer, j'y reviendrai dans quelques minutes, par l'entremise des commissions parlementaires. Et ce rôle, il est évident à la lecture de la LOLF lorsqu'on compare, dans l'ordonnance de 59, le rôle des commissions parlementaires est, pour ainsi dire, inexistant. Donc, rôle important
recadrer avec la LOLF pour faire en sorte que les parlementaires soient bien destinataires d'informations. Je vous rappelle que la LOLF, c'est une proposition de loi. Ce sont donc des parlementaires qui ont tenu la plume. Et ils étaient donc bien placés pour estimer le degré d'information qu'ils pensaient devoir être fourni au Parlement pour que celui-ci vote en toute connaissance de cause les lois de finances. Compétence du Parlement pour adopter les lois de finances, avec bien évidemment des déclinaisons, puisqu'on garde à l'esprit que dans la suite logique de la DDHC, on a accordé, on y reviendra plus tard, une priorité au niveau de l'examen des lois de finances. On a accordé une priorité à la Chambre basse. On a accordé une priorité à l'Assemblée nationale. Cette priorité, on la voit à l'entrée de la procédure législative. Je l'avais déjà indiqué. La première chambre qui est saisie et qui examine le projet de loi de finances, c'est toujours l'Assemblée nationale. C'est inscrit ainsi dans la Constitution. Ce n'est pas une obligation pour les autres textes. Les textes de lois ordinaires, le gouvernement, lorsqu'il dépose un projet de loi, a un choix, peut décider de déposer en premier lieu le texte sur le bureau du Sénat. Le choix, il peut s'expliquer pour des raisons politiques. Ce sera plus facile stratégiquement de passer par le Sénat et ensuite de passer par l'Assemblée nationale. Ça peut se justifier par le calendrier, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se bousculent à l'Assemblée nationale, donc on va commencer par le Sénat. Bref, il y a plusieurs options possibles, mais c'est un choix qui relève du gouvernement en matière de loi de finances, en matière de loi de financement de la sécurité sociale, en matière de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Le gouvernement n'a pas le choix. L'Assemblée nationale est toujours saisie en priorité. Et cette priorité, on la trouve également dans le calendrier, vous voyez bien. Je viens de rappeler le nombre de jours impartis. L'Assemblée nationale a toujours plus de jours que le Sénat pour examiner le texte financier. Ça, c'est également la traduction de cette priorité accordée à la Chambre basse. Et enfin, dans l'hypothèse d'une CMP non conclusive, alors que le texte sera passé devant l'Assemblée nationale puis devant le Sénat, et alors même que le Sénat viendrait à rejeter le texte, l'Assemblée nationale serait alors saisie en deuxième lecture, en dernier, et pourrait imposer le projet, la loi de finances, en dépit du rejet formulé par les sénateurs. Et ce n'est pas un cas d'école. C'est fréquent, c'est très fréquent. Alors si je fais abstraction des 2 dernières années, qui sont un petit peu particulières, surtout avec l'emploi du 49.3 par Elisabeth Borne, des fois je les appelle par leur petit prénom, mais là j'ai raté. Surtout qu'en plus je me souviens beaucoup plus facilement des prénoms des dames que des prénoms des hommes. En général, ça donne une sensation curieuse où je me permets d'appeler par leur prénom les femmes et pas les hommes. Donc je devrais les mettre sur un pied d'égalité. Mais bon, peu importe. Fermez la petite parenthèse. Toujours est-il que on est ici effectivement sur cette illustration par excellence de cette priorité accordée. Et si je fais abstraction des 2 dernières années, lorsqu'on remonte, loi de finances pour 2023, loi de finances pour 2024, eh bien on constate que le texte a été adopté par l'Assemblée nationale alors qu'il venait d'être rejeté par le Sénat. Voilà pour ce rappel des compétences sur lesquelles je m'appuierai notamment dans le paragraphe 3 lorsqu'on parlera du processus législatif d'adoption des lois de finances. Paragraphe 2, on va donc pouvoir ici l'entamer, et on va parler de l'information dont disposent les parlementaires pour voter la loi de finances, pour adopter le texte financier. J'ai ciblé trois points en particulier. Comme je l'indiquais il y a quelques minutes, le choix est totalement arbitraire de ma part. Il y aurait d'autres choses que l'on pourrait exploiter à la lecture de la LOLF, mais ces points-là m'ont semblé les plus intéressants.
La première chose, avec un titre totalement erroné, mais je vous l'indique, nous allons parler de l'institutionnalisation du débat d'orientation budgétaire. Pourquoi titre erroné? Parce que le débat d'orientation budgétaire n'existe plus en tant que tel aujourd'hui. Mais c'est bien la LOLF qui l'a institutionnalisé. Je ne dis pas créé, je dis institutionnalisé à dessein, parce que effectivement, le débat d'orientation budgétaire dont je vais vous parler existait déjà en pratique. Donc la LOLF n'a fait que le consacrer. Le débat d'orientation budgétaire à l'époque, c'est quoi? C'est permettre aux parlementaires d'avoir connaissance du projet de loi de finances, ou en tout cas des grandes lignes de ce projet, bien avant que ne débute le calendrier budgétaire d'examen du projet de loi de finances. Ce calendrier, je vous le rappelle, on en aura également besoin. Ce calendrier, il débute au premier mardi du mois d'octobre. Donc, ce qui nous amène, vous voyez qu'il y a des calculs qui sont faits en ce moment, hein. À quelle date, jusqu'à quelle date on peut? Forcément, parce que le premier mardi du mois d'octobre, ce n'est pas tous les ans le même. Donc ça peut être le 1er octobre, pourrait tomber un 6 octobre, et donc forcément la computation des délais, elle doit être décalée dans le temps, et qui plus est, c'est une date butoir, mais qui peut ne pas être totalement respectée, le tout étant que si on est dans les clous, eh bien, on soit en capacité d'être à peu de choses près dans les délais permettant de laisser à peu près 8 jours pour l'examen du texte par le Conseil constitutionnel. Donc c'est ce qui explique que vous avez entendu et vu apparaître une date, si vous suivez un petit peu cette actualité, du 23 décembre. Voilà, la date butoir, ce serait le 23 décembre, pour s'assurer effectivement d'une adoption dans les délais du texte financier. Le débat d'orientation budgétaire, alors, je reviens, je reprends ma phrase. Si on respecte ce calendrier, ça signifie donc que les parlementaires n'ont connaissance du texte qu'à partir de l'automne. Ils ont alors ce fameux délai de 70 jours pour examiner le texte. On a compris que c'était rapide. On a surtout compris que si ce calendrier est respecté, ça veut dire que les parlementaires ont une connaissance tardive, qui leur laisse finalement peu de temps pour échanger avec le gouvernement sur les orientations budgétaires. Et donc, on a imaginé devancer ce calendrier. Le débat d'orientation budgétaire est apparu dans la pratique en 1993. C'est la première fois qu'on l'a pratiqué. Et dans les années 90, on s'était déjà inquiété, ou en tout cas on avait déjà envisagé d'améliorer le cadre juridique d'examen par les parlementaires du projet de loi de finances. Améliorer le cadre juridique d'examen de ce projet de loi de finances. Alors, erreur de ma part, ce n'est pas 93, c'est 97. Ah oui, mais vous m'excuserez, hein. Je n'ai pas envie de lire mes notes. Je pense que vous l'avez compris depuis le début des séances, donc parfois, ça peut cafouiller dans l'esprit. Et lorsqu'on imagine ce débat d'orientation budgétaire, eh bien, on le place dans le calendrier au printemps. Ouais. On se dit que, avant de partir, avant d'entamer la pause estivale, l'intérêt, c'est d'informer de manière préalable les parlementaires de ce que sera le contenu du projet de loi de finances, avec l'idée de pouvoir organiser un débat, en lien avec ces orientations budgétaires. Ça permet techniquement aux parlementaires de déjà commencer à défricher le sujet, de s'interroger, de possiblement poser des questions
au gouvernement, et j'y reviendrai dans un instant, puisque vous voyez que le paragraphe 2 est consacré justement aux questions parlementaires en matière budgétaire. Et donc, ça permet d'apporter un éclairage de nature, on peut l'espérer, à faciliter l'examen du texte financier. En tout cas, ça a tellement bien marché dans la pratique, les parlementaires en ont été contents, ils se sont dit on va entériner ça, et donc dans le cadre de la LOLF, ils ont institutionnalisé le débat d'orientation budgétaire. Alors ce débat d'orientation budgétaire, dans la première version de la LOLF, c'était un petit peu, non pas délicat, mais plus imprécis dans le calendrier, puisqu'on venait dire que le débat d'orientation budgétaire était consécutif au dépôt d'un rapport remis par le gouvernement. Donc on demandait au gouvernement de déposer un rapport auprès des assemblées parlementaires, rapport qui généralement contient deux grandes parties. Une partie sur les finances de l'État, ce qui est quand même le cœur de la loi de finances. Une partie sur les finances de l'État, quelles sont les missions, qu'est-ce qu'on prévoit de répartir comme crédit. Voilà, une première présentation budgétaire. Et une autre partie qui était consacrée, pour le coup, plus généralement aux finances publiques. Déficit public, endettement public, perspective en termes de prélèvements obligatoires, le taux de prélèvement obligatoire. Je vous rappelle que le Parlement, lorsqu'il vote la loi de finances, ne vote pas que le budget de l'État. La loi de finances ne se résume pas au budget de l'État. Dans la loi de finances, on peut également trouver des modifications apportées aux finances locales et aux finances sociales, de par la création de l'impôt, par exemple, création de la CSG, suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Et ça, c'est le fait du législateur, et ça peut prendre place dans les lois de finances. Donc, sachez-le, au-delà des finances de l'État strictement entendues, une loi de finances peut avoir un impact sur les finances publiques en général, sur les finances locales. Et c'est la raison pour laquelle il est important que les parlementaires aient conscience des incidences des décisions qu'ils prennent. Lorsque je supprime la taxe d'habitation sur les résidences principales, je sais que ça va avoir un effet direct sur le montant des ressources locales. Il s'agit encore de le mesurer et éventuellement de l'accompagner. Lorsque je crée un nouvel impôt, potentiellement, je vais donc augmenter le taux de prélèvement obligatoire qui pèse sur les ménages et les entreprises françaises, ménages français. Encore faut-il que les parlementaires en aient conscience. Donc ces informations, elles sont là pour planter le cadre général des finances publiques qu'on estime devoir porter à la connaissance des parlementaires pour qu'ils puissent voter en toute connaissance, d'une part, la loi de finances, mais dans le même temps et quelques jours plus tard, la loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport peut donner lieu, c'est ce qu'a prévu la LOLF, à un débat. Donc vous voyez bien, le rapport est obligatoire, le débat est facultatif. Il est quasiment systématique depuis 2001. Et lorsque ce débat a lieu, ben là, même chose, il y a un calendrier qui apparaît. Dans la première version, je commençais ma phrase comme ça tout à l'heure, il y a quelques instants, dans la première version de la LOLF, ce débat devait, s'il avait lieu, devait avoir lieu durant le dernier trimestre de la session ordinaire du Parlement. Le dernier trimestre de la session ordinaire du Parlement, eh bien, c'est le printemps. C'est avril, mai, juin. Voilà, on a bien anticipé et on s'est bien assuré que les parlementaires puissent avoir connaissance des orientations budgétaires et plus largement des orientations en termes de finances publiques. Le débat était titré d'orientation budgétaire. En 2005, on a prévu un nouveau texte organique pour les lois de financement de la sécurité sociale.
Et on s'est dit que ce serait intéressant de transposer ce calendrier aux lois de financement de la sécurité sociale. Et c'est là qu'on fait évoluer le vocabulaire. On passe d'un débat d'orientation des finances publiques, pardon, d'un débat d'orientation budgétaire à un débat d'orientation des finances publiques. L'idée étant de donner véritablement la vision la plus complète possible de la situation financière et de l'État et de la sécurité sociale, ce qui est censé permettre aux parlementaires de prendre les meilleures décisions possibles au stade de l'examen du projet de loi de finances à l'automne suivant. La réforme apportée à la LOLF en 2021, décembre 2021, a revu un petit peu ce cadre juridique. Il n'y a plus, juridiquement parlant, de débat d'orientation des finances publiques. On est sur un calendrier à peu de choses près identique, on est toujours au printemps. On est sur plusieurs rapports qui doivent être adressés par le gouvernement au Parlement. Avec l'idée que les parlementaires soient bien informés, notamment des perspectives nationales en termes économiques et financiers. Perspectives économiques et financières doivent être communiquées aux assemblées parlementaires. Et le débat, s'il a lieu, doit nécessairement précéder l'examen du projet de loi de finances. Ce qui est certain, c'est que l'information arrive aux parlementaires. Ces rapports sont adressés aux parlementaires, sont adressés aux commissions chargées des finances. Et on est déjà dans l'idée de commencer à lier les exercices budgétaires. Je vais vous expliquer les choses dans un instant, si ce n'est la semaine prochaine. On est déjà dans l'idée de lier les exercices budgétaires. Puisqu'on va voir apparaître, à peu près à la même époque, dans ce calendrier, une présentation des résultats budgétaires de l'année écoulée. Présentation des résultats budgétaires de l'année écoulée. Il me semble vous en avoir déjà un petit peu parlé. Si je vous parle de cercle vertueux, de chaînage vertueux, ça vous dit quelque chose. C'est de cela dont il sera question. Voilà pour l'institutionnalisation du débat d'orientation budgétaire qui n'est plus aujourd'hui en l'état, mais je pense que vous en comprenez les raisons et les implications. Paragraphe B, l'apparition de questions parlementaires en matière budgétaire. Alors, ici, c'est une particularité. Vous savez que chaque semaine, vous savez que les parlementaires ont la possibilité de questionner le gouvernement. Vous avez la session de réponse, les ministres présents en hémicycle. Voilà. Ce n'est pas de cela dont on va parler, nous. On va parler d'un dispositif particulier, spécifique, qui a été mis en place avec la LOLF, qui vise justement et principalement le domaine budgétaire. Et on l'a pensé justement pour accompagner ce schéma que je viens de vous décrire, c'est-à-dire qu'au printemps, les parlementaires ont connaissance d'une première version du projet de loi de finances de l'année suivante. On n'est quand même qu'au printemps, hein, pour le 1er janvier suivant. Donc c'est quand même un exercice particulier. Et on se doute que les informations communiquées aux parlementaires au printemps peuvent susciter des interrogations. On a donc prévu un canal spécifique pour les questions en lien avec le budget de l'État et plus généralement avec les finances de l'État et les finances publiques. Tenant compte
de ce schéma que je viens de vous décrire, on a retenu 2 dates butoirs. Une première date pour adresser les questions des parlementaires au gouvernement. Et à la suite, une deuxième date pour que les réponses du gouvernement soient communiquées aux assemblées parlementaires. Je vous précise, et ça fait écho aux propos précédents, ce n'est pas un parlementaire tout seul dans son coin qui va lever le doigt et adresser une question au gouvernement. Lorsqu'un parlementaire, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, décide de questionner le gouvernement, il est obligé d'adresser sa question à la commission parlementaire en charge des finances. Donc le sénateur transmet sa question à la commission des finances, le député à la commission des finances de l'Assemblée nationale, et les commissions des finances de ces 2 assemblées sont tenues de déterminer, de fixer la liste des questions qui seront adressées au gouvernement. Il y a un tri qui est fait. Déjà parce qu'il peut y avoir des questions redondantes. Il y a un tri qui peut être fait également. Je vous rappelle que dans les commissions parlementaires, on a une représentation politique, une émanation politique des courants qui existent au sein de l'hémicycle. Et on a donc des choix qui sont faits. On a même la présidence de la commission des finances à l'Assemblée nationale qui est attribuée à une personne, à un parlementaire de l'opposition, dont vous connaissez le nom. Il faut suivre son compte. Il donne quand même beaucoup d'informations justement sur le déroulé de la procédure, à la fois pour les lois de finances et les lois de financement, débunké un petit peu par un collègue parisien, Benjamin Morel, puisque forcément il y a des choses, il y a des interrogations sur le sujet. Et un petit peu toute cette actualité-là. Et donc là, pour le coup, on a donc ce rôle spécifique joué par la commission parlementaire qui va faire une sélection à l'entrée des questions qui vont être adressées au gouvernement. La date butoir pour que le Parlement adresse ses questions au gouvernement, c'est la date du 10 juillet. Une date très facile à retenir, je la fais chaque année, c'est mon anniversaire. Des fois, je reçois des petits messages, du coup, d'anciens étudiants qui me souhaitent mon anniversaire. Et la deuxième date butoir pour que le gouvernement remette ses réponses au Parlement, c'est le 10 octobre. Je n'ai pas de moyen mnémotechnique pour le 10. Il y en a peut-être un qui est né le 10 octobre, ce sera plus facile. Donc 10 juillet, 10 octobre. 10 octobre, est-ce que cette date est respectée? C'est ça la question. Est-ce qu'au 10 octobre, le gouvernement répond bien à toutes les questions qui lui ont été posées? La réponse est non. On a un taux. On estime chaque année, le taux est quand même intéressant, que 80% des questions obtiennent une réponse. Pour les autres, ça tombe aux oubliettes. Si les parlementaires ne s'accrochent pas, ça tombe définitivement aux oubliettes. Et le gouvernement sait très bien jouer à ce petit jeu. D'accord? Donc les questions qui sont un petit peu embêtantes, on essaye de les glisser sous le tapis. Ça marche pas, ça dépend des parlementaires qu'on a en face. Si on a une question qui a été posée par Charles de Courzon, c'est mort. D'accord? Parce que lui, il les tient, il va jusqu'au bout, et une question qui n'a pas obtenu de réponse, il relance. Il relance systématiquement, donc il les use, et finalement il obtient, à un moment donné qu'on lui pose la question, de savoir si véritablement il a obtenu les réponses à toutes les questions qu'il a posées, mais a priori, on ne doit pas être loin du 100% pour lui. D'accord? Pour les autres, s'il lâche l'affaire, tant pis. D'accord? Oui. C'est très variable. C'est très variable, du coup, je ne vais même pas vous donner, c'est plutôt une fourchette. Donc, c'est tellement variable que le chiffre en soi n'est pas révélateur. Ce qui est surtout révélateur, c'est de se poser la question, est-ce qu'à partir du moment où une question a été posée, est-ce que le parlementaire a des chances d'obtenir la réponse? Parce que c'est là l'intérêt du sujet. S'il n'y a pas de question, s'il ne se pose pas de question, c'est qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent le justifier, mais
Peut-être que ça ne le justifie pas. Mais voilà, c'est surtout le chiffre de 80% qui me semble intéressant. Et alors, lorsqu'on fait une petite analyse, certains étudiants qui travaillent parfois sur les documents budgétaires, et j'en ai certains qui ont travaillé justement sur les questions parlementaires. Ce chiffre de 80%, c'est bien évidemment un chiffre en moyenne, à décliner différemment par mission. C'est-à-dire qu'en fonction des missions, on a des missions qui sont meilleurs élèves que d'autres. Donc, on a des taux qui peuvent s'approcher des 100%, quand d'autres peuvent descendre allègrement vers les 60%. D'accord? Voilà pour les questionnaires parlementaires. Je vais ajouter à ça un petit dispositif. Alors, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose parce que il n'y a pas véritablement de lien sur le sujet. Alors, le calendrier que je viens de vous décrire, la date du 10 juillet et la date du 10 octobre, c'est l'article 49 de la LOLF qui nous donne ce calendrier. Je vous précise juste que dans la première version de la LOLF, donc dans la version 2001, la date du 10 octobre n'apparaît pas. Il y avait bien une date butoir, mais elle était comptabilisée sous un délai d'une semaine par rapport au premier mardi d'octobre. Voilà. Du coup, chaque année, ce n'était pas la même date. Donc, plutôt que de s'enquiquiner à prendre chaque fois son calendrier pour calculer la date butoir, eh bien, on a fait simple. En 2005, on a modifié la LOLF et on a revu cette règle et on a fixé une date fixe, fixée donc au 10 octobre. Mais pour la petite histoire, sachez que si vous tombez sur une version de la LOLF qui n'est pas la bonne et qui est peut-être la première version que vous pouvez trouver parfois dans certains ouvrages, eh bien, le 10 octobre n'apparaît pas. J'attire votre attention aussi sur le fait que vous êtes censé, depuis quelques séances maintenant, avoir la LOLF sous les yeux. J'espère que vous êtes bien assuré que la version de la LOLF que vous avez est bien la dernière version en date. Je vous rappelle que sur le site Légifrance, vous avez un petit calendrier en haut à droite qui vous permet de cibler la LOLF au jour où vous consultez le site. Ce qui permet aussi, c'est un travail, en tout cas c'est un outil très intéressant pour les juristes, lorsqu'ils veulent effectivement voir les évolutions d'un texte dans le temps et de pouvoir reprendre la version d'origine pour voir les comparaisons. Donc l'outil est très intéressant, mais il est piégeux, donc j'attire votre attention sur ce sujet. Je voudrais également attirer votre attention sur un outil dont disposent les parlementaires pour obtenir et forcer la main du gouvernement pour obtenir des informations. C'est l'article 59 de la LOLF, version d'origine, non changée, qui permet aux parlementaires, dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation, d'obtenir la communication d'informations. Alors là, même chose, le tout passe par l'entremise des commissions parlementaires des finances de chacune des deux assemblées parlementaires, avec l'idée de pouvoir obtenir la communication d'informations que, sous-entendu, le gouvernement aurait tendance à retenir. Obtenir la communication d'informations que le gouvernement aurait tendance à retenir. L'outil est assez pointu, puisque l'article 59 permet de saisir un juge pour obtenir la communication de l'information réclamée, saisir un juge pour obtenir la communication de l'information demandée, le cas échéant, avec la possibilité pour ce juge de prononcer une astreinte afin d'obliger la communication. Donc, le système des astreintes, je vous rappelle, c'est la décision que peut prendre un juge pour obtenir qu'une chose soit faite, qu'une décision soit exécutée, de condamner au paiement d'une somme d'argent
Et le juge peut en déterminer la fréquence. C'est-à-dire, on peut être condamné à 50 € par jour de retard, à 100 €. Souvenez-vous, lorsqu'on avait parlé des juridictions financières, j'avais évoqué le cas du maire de la commune d'Ajaccio avec les astreintes. C'est exactement de cela dont il est question, sauf que là, on l'applique à la réticence du gouvernement à communiquer des informations. Voilà. C'est un outil juridique qui dénote. On ne s'attendait pas forcément à trouver ce type d'outil dont les parlementaires ont estimé devoir se munir. Ce sont bien les parlementaires qui sont auteurs de la proposition de loi organique, ce sont eux qui ont estimé qu'à un moment donné, si le gouvernement résistait dans la communication d'informations, eh bien, ils avaient la possibilité de passer outre, en tout cas de solliciter un juge pour obtenir la communication. Cet outil existe. Je n'ai pas, à ce jour, d'illustration concrète pour l'étayer, parce que cet outil n'a jamais été utilisé. La seule illustration que je peux vous donner, c'est une menace. Le Parlement a menacé d'utiliser cet outil. Il l'a fait d'ailleurs très rapidement, on était en 2002. De quoi était-il question? Une note établie par Bercy venait établir que la France ne serait pas en capacité de respecter ses objectifs européens. Donc le 3% du PIB, c'était non. Une note dont les parlementaires n'avaient pas eu communication. C'est-à-dire qu'eux, on leur avait fait une présentation à l'époque en disant qu'il n'y avait pas de souci dans le cadre des échanges avec la Commission européenne, on était dans les clous. Cette note a fuité. Et c'est le journal Le Monde qui s'en est fait l'écho. Les parlementaires en ont eu connaissance, s'en sont étonnés, tiens, pas la même chose qu'on nous a dit, et ont souhaité avoir communication de la note. La note a été communiquée. L'affaire en est restée là. Voilà. C'est la seule illustration que je peux vous donner. Depuis 2001-2002, plus aucune utilisation et plus aucune tentative d'utilisation, avec évidemment une menace qui permettait d'obtenir l'information sans avoir nécessairement à aller jusqu'au bout de la procédure. Néanmoins, sachez que ça existe, parce que c'est bien évidemment un outil dont les parlementaires pourraient tout à fait faire usage s'ils l'estimaient nécessaire, puisque c'est prévu par le texte. Paragraphe C, on va maintenant faire un point général sur l'information préalable au débat parlementaire. L'information préalable au débat parlementaire. Alors, vous avez dans la LOLF, aux articles 48 et suivants, et c'est quand même assez long, puisque en format A4, ça prend plus de 5 pages, une présentation de l'information qui doit être communiquée aux parlementaires pour qu'ils puissent valablement voter les textes financiers, contrôler le gouvernement dans son exécution budgétaire, et évaluer les politiques publiques. Si vous avez la LOLF sous les yeux, vous voyez que ces articles 48 et suivants sont répertoriés sous un chapitre intitulé « De l'information, du contrôle et de l'évaluation ». Il n'est bien évidemment pas question de faire le tour de toutes ces dispositions. Il y en a certaines qui vont m'intéresser plus particulièrement. Je vous accorde votre pause de 10 minutes et on reprend dans la foulée. Alors, on va reprendre. J'ai une interrogation concernant le Forum des métiers
et des formations. Donc, je vais vous apporter la réponse à tous. C'est ce forum dont je vous avais parlé peut-être la semaine dernière ou la fois précédente encore, euh, auquel vous avez la possibilité de participer. Très accessible, puisqu'en fait, il y a quasiment les deux plateaux, plateau devant les amphis du rez-de-chaussée et plateau devant les amphis de l'étage, qui sont totalement réquisitionnés avec plein de stands, de tables, chaises, avec à la fois des représentations des métiers en lien avec le juridique, en lien avec les concours administratifs ou autres. C'est d'ailleurs le lieu parfois de recrutement déjà de masters à ce moment-là. On leur demande d'ailleurs de se présenter avec CV et lettre de motivation, parce que parfois ça donne des très bonnes surprises. Et c'est l'occasion également pour la faculté de présenter ses propres formations aux étudiants à venir, c'est-à-dire à vous. Donc avec la possibilité de vous renseigner selon vos souhaits. Si vous voulez faire un master Sciences Po, un master droit public, un master droit privé, vous aurez toutes les formations à disposition à ce moment-là, avec en principe les représentants étudiants, parfois les enseignants et en principe le directeur du master concerné. Donc pour ce qui me concerne, je dirige dans la maison un master qui, à partir de la rentrée de septembre 2026, s'intitule Master 2 Droit public financier. Aujourd'hui encore, il s'appelle Master 2 Finance et fiscalité publique. Pourquoi on l'a renommé, on l'a rebaptisé? Pour une raison bien simple, c'est que le terme juridique manquait un petit peu dans l'appellation finance et fiscalité publique. Il fallait faire le détour par le tronc commun qu'est le droit public, c'était un petit peu gênant. Et bien évidemment, pouvoir cibler assez largement et pas forcément faire un focus uniquement sur la fiscalité. Donc, droit public financier. Vous le retrouverez donc sous Master de Finance et Fiscalité publique. Vous rencontrerez la promotion de cette année qui vont se succéder au niveau du stand. Et donc, si ça se passe comme on me l'a indiqué, nous ne serions pas sur un plateau, mais nous serions dans un amphi. Donc, probablement répartis, éparpillés au niveau du master droit public, puisque vous savez qu'il y a plusieurs parcours dans les masters. Ça vaut également pour le master droit privé. Et il y a notamment un parcours droit public général, contentieux, il y a le parcours droit public financier, il y a le parcours droit public de l'économie, il y a le parcours dans le domaine de la construction, de l'environnement, bref, plusieurs options à votre disposition. Il y a donc des choix à faire, et si vous voulez déjà vous informer, vous aurez donc la possibilité de le faire. Ça se passe la semaine prochaine, jeudi 27. Ça commence à 13h30. Ça s'arrête à 16h30, donc c'est assez rapide. Avant, on y passait la journée. Maintenant, on n'y passe plus qu'une demi-journée. Vous aurez donc 3 heures pour rencontrer les étudiants, d'anciens étudiants qui nous rejoignent parfois, ce qui permet aussi d'avoir une idée de leur parcours et de ce qu'ils sont devenus par la suite. Et on double ça, nous, d'une page dédiée sur LinkedIn, avec une page consacrée au master, une page à laquelle il y a un accès restreint puisque ça concerne uniquement les alumni du master droit public financier, ce qui permet de mettre un petit peu le pied à l'étrier et d'avoir des ouvertures sur les postes de stagiaires pour les nouveaux entrants qui sont aidés par les anciens. Voilà pour la précision. Et donc, si je ne m'abuse, mais là, je n'ai pas le programme en tête, ça commence même un petit peu avant 13h30, avec une présentation en amphi qui est faite par la doyenne de la faculté, la vice-doyenne, pardon, de la faculté en charge des affaires pédagogiques, et qui va faire une présentation des parcours de master. Voilà, je vous ai donc informé à votre bon cœur, si je puis dire. On revient sur donc ce paragraphe en lien avec l'information à destination des parlementaires. Alors, information à tout niveau. C'est-à-dire qu'on va la trouver au stade de l'examen des différentes lois de finances. Et donc, en fonction des calendriers budgétaires, du calendrier budgétaire, on va donc pouvoir décliner cette information au stade de la LFI, au stade de la loi de finances rectificative, voire donc et également de la loi de finances de fin de gestion, et au stade de la loi portant approbation des comptes. En fonction, l'information à communiquer aux parlementaires
afin que ceux-ci puissent valablement adopter le texte, n'est pas forcément la même. Et c'est la LOLF qui nous donne le mode d'emploi. C'est-à-dire que la LOLF, à partir de l'article 48, et durant 5 pages, vient identifier, vient lister les documents qui doivent être adressés aux assemblées parlementaires. Visuellement, c'est assez parlant. On va constater, je vous ai uniquement demandé d'avoir la LOLF sous les yeux, pas l'ordonnance, donc croyez-moi sur parole. Si on compare sur ce point le contenu de l'ordonnance de 59 avec celui de la LOLF, le constat visuel est évident. On a multiplié de manière très significative l'information qui doit être communiquée aux assemblées en vue de l'adoption des textes financiers. Là, on est sur le quantitatif. D'accord? Je vais parler du qualitatif dans un instant. On est là sur le quantitatif. Dans le cadre de l'ordonnance de 59, on sait, puisqu'un parlementaire à un moment donné a dû prendre son double décimètre, à l'époque où les documents budgétaires étaient tous imprimés, et à mesurer la pile de documents nécessaires pour un parlementaire pour pouvoir voter la loi de finances en toute connaissance de cause. Cette pile, elle faisait 1,70 m. Aujourd'hui, c'est dématérialisé. Il n'y a plus d'impression. Et faute d'impression, on n'a pas de parlementaire qui a pris son double décimètre pour mesurer. Mais visuellement, on sait que l'information a été multipliée de manière significative. C'est donc une somme d'informations encore plus importante aujourd'hui qui est adressée aux assemblées parlementaires. Une question qui s'est posée à un moment donné, est-ce que trop d'informations ne tue pas l'information? Parce que, bien évidemment, vous imaginez que tous les parlementaires, rien qu'avec 1,70 m, ne lisent pas tous les documents budgétaires. D'où l'importance du travail, de l'organisation du travail législatif. D'où l'importance du travail en commission parlementaire. Commission parlementaire, il n'y a pas au stade de l'examen de la loi de finances, il n'y a pas que la commission des finances qui travaille. Toutes les commissions parlementaires participent, contribuent, et on leur demande notamment d'examiner les ouvertures de crédit correspondant à leur champ de compétences. Donc la commission en charge de la santé va se poser la question des ouvertures des crédits, va analyser les ouvertures de crédit pour la mission santé. Et on répartit ainsi les différents secteurs budgétaires en fonction entre les commissions parlementaires. Il y a des travaux qui sont réalisés, il y a des rapports qui sont rédigés, et c'est cette somme d'informations, c'est cette somme de travail qui permet, en principe, aux parlementaires de voter le texte en toute connaissance de cause. Ça, c'est l'aspect quantitatif. Sur l'aspect qualitatif, là également, on peut considérer que les parlementaires sont mieux informés qu'ils ne l'étaient. Mais surtout, ce qui va m'intéresser avec la LOLF, c'est l'apparition de nouveaux documents budgétaires. L'apparition de nouveaux documents budgétaires. L'apparition de nouveaux documents budgétaires qui vont permettre d'accompagner l'un de ces objectifs que l'on a fixé à la LOLF, à savoir mesurer l'activité de l'administration. Pour ce faire, je vous renvoie possiblement au développement du paragraphe de la section 2 du chapitre 3, mais ici je vais l'appréhender sous un angle différent et vous apporter des précisions supplémentaires. On est bien sur cette idée que les parlementaires soient informés des résultats de l'activité de l'administration. Il faut que les parlementaires soient informés des résultats de l'activité de l'administration. Et pour ce faire, avec la LOLF, on a créé 2 documents budgétaires. Ça doit vous dire quelque chose, les PAP et les RAP. Les projets annuels de performance et les rapports annuels de performance.
de manière très explicite. Ça vaut pour les papes, ça vaudra également pour les rapins. De manière très explicite, dans l'article 51 de la LOLF, très long article, il fait une page et demie, format A4. C'est le point 5 de cet article 51 qui m'intéresse. Dans cet article 51, on vous fixe la liste des documents qui doivent accompagner le dépôt du projet de loi de finances de l'année. Liste des documents qui doivent accompagner le dépôt du projet de loi de finances du PLFI de l'année. Et au point 5, qui est relativement long, on vous indique quel est le contenu des projets annuels de performance. Je vous rappelle que les projets annuels de performance véhiculent la logique d'objectifs et de résultats qu'on a voulu mettre en place avec la LOLF. C'est dans les PAP que vous allez trouver les objectifs et les indicateurs permettant de mesurer l'activité de l'administration. Ce sont ces fameux tableaux vers lesquels je vous ai renvoyé afin de vous les approprier, afin d'avoir à votre disposition des illustrations concrètes de ce que l'on peut mesurer au titre de l'activité de l'administration, en distinguant, souvenez-vous, le point de vue du citoyen, le point de vue du contribuable, le point de vue de l'usager. D'accord? Avec des exemples différents de ceux que j'ai pu vous fournir en cours. Et dans le cadre de ce rapport annuel de performance, outre ces tableaux, il y a un élément qui m'intéresse plus particulièrement. Donc, outre ces tableaux qui viennent vous dire tel objectif, tel indicateur, telle cible, voilà ce que l'on s'attend à atteindre, voilà le résultat qu'on espère obtenir en termes de réduction du nombre de tués et d'accidentés sur la route. Au-delà de ces tableaux, si vous poursuivez la lecture du PAP, vous trouvez également des développements consacrés à ce que l'on appelle la JPE, la justification au premier euro. Là, c'est un paragraphe rédigé qui apparaît sous vos yeux, où on vous donne des explications, où les auteurs, les responsables du programme, puisque vous avez, je vous le rappelle, un PAP par programme, où le responsable du programme vient expliquer, vient argumenter auprès des parlementaires du montant des crédits réclamés. Voilà, j'ai besoin d'autant. Voilà quelles en sont les explications. Voilà pourquoi vous devez m'attribuer cette enveloppe. Et on parle de JPE parce que l'objectif, c'est de justifier dès le premier euro demandé. Ce point, j'y reviendrai la semaine prochaine. Ça fera partie des éléments de technique d'adoption des lois de finances qu'il va falloir maîtriser. L'autre appellation sous laquelle vous pouvez trouver la JPE, c'est le budget base 0, le BBZ, le budget base 0. Sous-entendu de mon propos, c'est une nouveauté introduite par la LOLF. C'est-à-dire le fait d'obliger les responsables administratifs à justifier des crédits qu'ils demandent dès le premier euro demandé, donc en débutant de 0 euro, c'est une nouveauté introduite par la LOLF. Qu'est-ce qu'on trouve également dans les PAP? Outre cette GPE sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine, on y trouve également l'évaluation des dépenses fiscales. Alors, c'est quoi une dépense fiscale? Une dépense fiscale, c'est une somme d'argent résultant des règles de la fiscalité qui ne rentre pas dans la caisse de l'État. C'est une somme d'argent résultant de l'application des règles de la fiscalité, mais qui ne rentre pas dans la caisse publique, dans la caisse de l'État. C'est-à-dire que juridiquement, un impôt est dû, mais cette somme d'argent, finalement, ne rentre pas dans la caisse de l'État.
C'est la raison pour laquelle, par opposition, parce qu'on ne peut pas parler de recette fiscale, on va parler d'une dépense fiscale. Plus précisément, une dépense fiscale, concrètement, ça correspond à quoi? Ça correspond à toutes les exonérations, tous les dégrèvements d'impôts. Vous en connaissez certains de ces mécanismes. Vous savez que si vous faites un don à certaines associations, sous certaines conditions, sur lesquelles je ne m'arrête pas, vous pouvez en déduire une partie de l'impôt sur le revenu. Vous deviez autant au titre de l'IR, finalement, du fait de l'application de ces règles de dégrèvement et d'exonération, vous allez payer moins. Et donc l'État va enregistrer un niveau de recette moindre que ce qui était prévu, bien évidemment en application des règles juridiques, tout est prévu, tout est codifié, tout figure dans le Code général des impôts, mais comptablement parlant, c'est bien une somme d'argent qui finalement ne rentre pas dans la caisse. Ces dépenses fiscales, on les appelle également des niches fiscales. C'est l'autre appellation plus courante, plus familière que vous trouvez dans la presse notamment. Et des niches fiscales, il y en a à peu de choses près 400. Vous faites un don particulier, vous faites un don, vous êtes une entreprise, vous rénovez votre habitation, vous avez le droit, si ça améliore la situation énergétique de votre bâtiment, à des réductions d'impôts. Vous êtes une entreprise, vous portez acquéreur d'un trésor national, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôts. Il y en a pour tous les goûts, si je puis dire. Et à chaque fois, ce sont bien des dispositifs qui conduisent à ce que le niveau de recette fiscale perçu par l'État soit moindre que ce qui aurait été si cette niche fiscale n'avait pas existé. Chaque année, certaines de ces niches fiscales sont largement discutées dans le cadre du projet de loi de finances. L'une de celles qui est discutée actuellement, c'est notamment la dépense fiscale correspondant aux réductions lorsque, en tant que particulier, vous avez de l'aide à la personne et vous avez la possibilité de déduire une partie de ce montant que vous versez à une personne qui vient faire le ménage chez vous, de l'impôt que vous devez. Avec des paramètres juridiques qui sont différemment envisagés, avec l'idée de pouvoir réserver une niche fiscale à certaines catégories de la population, peut-être en raison de leur état de santé, parce qu'ils sont plus âgés, plutôt que de le laisser effectivement généraliser à l'ensemble de populations, indépendamment des ressources financières, par exemple. D'accord? Donc voilà, il y a différentes choses qui sont à prendre en considération. Une niche fiscale, ça répond à un cadre juridique avec des exceptions, des aménagements, mais techniquement et comptablement parlant, ça correspond bien à une somme d'argent qui ne va pas rentrer dans la caisse publique. Ces niches fiscales, comme ça coûte de l'argent pour l'État, forcément, c'est sujet à discussion. Et régulièrement, vous avez des rapports sur ce type de pratique qui viennent interroger chaque niche fiscale pour en appréhender, pour en assurer, pour en vérifier le bien fondé juridique. Ces niches fiscales, on en a le détail au travers des projets annuels de performance. C'est-à-dire qu'on a des analyses de synthèse qui viennent faire un point sur les niches fiscales en France, mais il est possible de manière très ponctuelle, et donc dans un cadre annuel du fait de l'adoption de la loi de finances, d'avoir un visuel très précis sur ces niches fiscales, puisque les 400, c'est une moyenne, hein, ça change d'année en année, mais ces niches fiscales sont répertoriées dans les programmes. Cela permet très clairement de mettre en lien par programme les dépenses, les recettes et les dépenses fiscales correspondantes. Donc, si vous avez déjà travaillé sur les indicateurs, les objectifs, au travers des projets annuels de performance, si vous avez eu la curiosité d'aller au-delà des tableaux, puisque la première chose que vous voyez apparaître, ce sont d'abord les tableaux. Ensuite, vous voyez apparaître la JPE et également les dépenses fiscales. Si vous avez poussé la curiosité à dérouler l'ensemble du PAP sur lequel vous vous êtes penché, vous avez pu constater qu'un certain nombre de niches fiscales pouvaient être rattachées. S'il n'y en a pas, c'est que ça n'existe pas, en tout cas qu'il n'y a pas de lien établi avec le programme correspondant. D'accord? Voilà ce que vous trouvez également dans les projets annuels de performance. Alors,
ça peut aller dans le détail, hein, puisque vous voyez que le point 5 est relativement long. Je me suis focalisée sur quelques éléments en particulier. Il n'est pas forcément nécessaire d'aller bien au-delà. Gardez à l'esprit que la présentation se fait toujours en distinguant les AE et les CP, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Pour les raisons que je vous ai indiquées, la technique des AECP, on a pu notamment l'étudier avec le principe d'annualité budgétaire. Donc c'est assez récent quand même. Ça permet d'illustrer, ou en tout cas de comprendre ce que vous aviez pu découvrir en ouvrant les annexes du projet de loi de finances avec les tableaux récapitulatifs de répartition des crédits par mission et par programme, avec ces deux colonnes qui traduisent effectivement le stade d'exécution de la dépense entre le moment où on décide, l'engagement, souvenez-vous, on ouvre la ligne de crédit correspondante qui correspond à la totalité de la somme qu'on s'attend à devoir engager, et la deuxième colonne, au titre de l'année considérée, l'apparition de crédits de paiement, avec l'idée de ne pas ouvrir, de ne pas dégager à l'année l'ensemble des crédits, alors même qu'on sait qu'on ne va pas tout payer la même année. Ce serait totalement contre-productif, puisque cela conduirait possiblement, en tout cas dans la théorie, à prélever plus d'impôts que nécessaire pour financer des dépenses qui finalement ne seront payées que 2, 3 ou 4 ans plus tard. Donc on essaye de jouer un petit peu là-dessus, également sur la programmation des dépenses dans le temps, pour adapter le montant des recettes et faire en sorte de ne pas ponctionner plus au titre de l'impôt sur l'économie française, avec l'idée que l'argent qui n'est pas ponctionné au titre de l'impôt peut être réinjecté dans l'économie. Donc on essaye de tenir compte de nombreuses considérations sur le sujet. Ce que je veux vous préciser à ce niveau-là, c'est que cette technique des AECP, elle a bien, avec la LOLF, été généralisée à l'ensemble des dépenses de l'État, quel que soit leur objet, quelle que soit leur nature. Donc ne soyez pas étonnés si dans le détail, vous constatez que des dépenses de personnel, par exemple, sont distinguées en AE ou en CP, que des dépenses de fonctionnement sont distinguées en AE ou en CP, alors que sur le principe, la technique des AECP n'a véritablement de raison d'être que pour les dépenses d'investissement. C'est là la logique. Avec la LOLF, on a généralisé la technique des AECP, quelle que soit la dépense. Ça ne veut pas dire que les dépenses de personnel sont désormais pluriannuelles. Les salaires seront bien payés au titre du mois considéré. L'explication, elle est ailleurs. Vous vous souvenez, je commence à faire un petit peu voiture-balai générale, hein, vous vous souvenez de la fongibilité des crédits? Vous vous souvenez de cette marge de manœuvre, cette liberté laissée à la disposition du gestionnaire public, de manière justement à faire en sorte que la LOLF, ça fonctionne, en tout cas sur le volet objectif indicateur. Avec la possibilité pour le gestionnaire de déplacer des crédits d'une ligne dépenses de personnel vers la ligne dépenses de fonctionnement, de la ligne dépenses d'investissement vers la ligne dépenses de fonctionnement, avec l'idée d'atteindre les objectifs qui ont été prévus dans le cadre du projet annuel de performance. Cette technique des AECP, on l'a généralisée pour accompagner cette fongibilité des crédits. Si on décide de déplacer des crédits de la ligne dépenses de personnel vers la ligne dépenses d'investissement, il faut bien raisonner, c'est mathématique, hein, c'est comptable ce que je suis en train de vous décrire, il faut bien raisonner en AE et en CP. Donc sur le principe, les dépenses de personnel se réalisent toujours dans un cadre annuel, mais la présentation qui en est faite d'un point de vue comptable nous amène à distinguer des AE-CP de manière à garantir la viabilité comptable finalement de la fongibilité des crédits, où on n'est pas gêné aux entournures parce qu'il n'y aurait que des CP et pas d'AE au niveau des dépenses de personnel, alors qu'on veut déplacer des crédits de la ligne dépenses de personnel vers la ligne dépenses de fonctionnement, par exemple. D'accord? Vous vous souvenez que la fongibilité est asymétrique et que rien ne permet d'abonder, d'augmenter la ligne dépenses de personnel. Voilà pour les explications à vous donner sur ces projets annuels de performance. Alors, qui présente la particularité, je vous l'avais déjà indiqué, je le reprends ici, c'est important, de se retrouver quasiment à l'identique au stade de la loi portant approbation des comptes, puisque la correspondance des PAP, ce sont les RAP, les rapports annuels de performance.
Pour accéder au PAP sur le site auquel vous avez librement accès, qui vous permet de dérouler les PAP par loi de finances, avec des menus déroulants au niveau des missions et des programmes. Eh bien, cette distinction, on la retrouve, on transpose aux rapports annuels de performance. Les RAP reprennent à l'identique les tableaux de présentation des objectifs et des indicateurs. Et là, on répond à une volonté des parlementaires, auteurs de la proposition de loi organique. Rien n'est plus facile que de manipuler un petit peu la présentation chiffrée et finalement de perdre le lecteur. Les parlementaires en ont tout à fait conscience. Donc ils ont exigé que la présentation des PAP et des RAP au niveau des tableaux soit faite à l'identique. La seule chose qui change d'année en année, c'est qu'on rajoute des colonnes et on en supprime. Mais on est désormais sur des tableaux relativement complets, avec 3 voire 5 années qui se succèdent, sur lesquelles on est en capacité de faire un retour sur les années passées et de voir, voilà, on s'était fixé tel objectif, on avait telle cible, voilà ce qu'on a atteint, tout en se projetant sur les années à venir. La présentation au niveau des indicateurs, elle est bien pluriannuelle. La loi de finances reste annuelle, mais on a bien une présentation pluriannuelle en termes d'objectifs et d'indicateurs. Et donc derrière ça, on a bien une projection de la dépense en termes de pluriannualité. Voilà, pour les documents budgétaires, je m'arrêterai là, mais vous l'avez compris, hein, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait en retirer. Si vous voulez le pendant des PAP, il faut vous rapprocher de l'article 54 et vous verrez que, alors non pas dans le point 5, mais dans le point 4, là pour le coup, vous retrouvez une présentation des rapports annuels de performance qui est similaire à ce que vous pouvez constater à la lecture de l'article 51. Il nous reste le paragraphe 3, c'est bien pour vous. Le paragraphe 3 étudié sur l'amélioration du processus décisionnel législatif. On va s'y consacrer entièrement la semaine prochaine. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne suis pas capable de le faire en 1 heure. D'accord? Sinon, je l'aurais fait, mais je ne suis pas capable de le faire en 1 heure. Donc, je sais que de toute façon, la semaine prochaine, on se voit. En principe, on en a encore pour 2 heures, la semaine prochaine. Par contre, j'ai encore eu des questions à la pause sur l'examen. Décidément, ça vous perturbe. Donc, je referai un point la semaine prochaine, notamment sur votre documentation. Beaucoup s'inquiètent sur leur documentation, avec quoi ils doivent venir. Je vous l'ai dit, une valise, ce n'est pas utile. Mais il faut la penser. Ce n'est pas pour rien que je vous avais prévenu dès la première séance de penser régulièrement votre documentation. Et surtout, de suivre l'actualité. Il y a, par exemple, sur une page Twitter sur laquelle vous devez avoir jeté un œil, un tweet qui est épinglé et qui vous renvoie à un article publié à la Revue française de droit administratif. Celui-là, ça pourrait être bien de l'avoir sous les yeux. À la semaine prochaine!